qui est l'empathie et le reflet. Donc, la patiente se présente au bureau de la nutritionniste dans le but de perdre du poids. Et lorsque la nutritionniste commence à l'interroger davantage sur les raisons qui l'amènent à consulter, la patiente devient tout ébranlée. Je sais plus quoi faire, c'est l'enfer. Quand j'arrive à l'école, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, j'ai pas d'amis, je me sens renfermée, je suis seule dans mon corps, j'aime pas ça. C'est au moins je pouvais parler à quelqu'un, je comprends, les autres filles sont belles, sauf moi qui est laide, puis grosse. Vous vous sentez seule, comme si vous étiez incomprise. Oui. Ici, nous venons de voir que la thérapeute démontre une écoute active en identifiant avec précision un sentiment, soit la solitude. De plus, la thérapeute a effectué un reflet de sentiment dans le but que la patiente se sente comprise. Oui, j'ai essayé de perdre du poids, je fais des régimes, je m'entraîne. Mais j'ai de la misère à voir les autres filles qui mangent la poutine, du chocolat, puis qui prennent pas de livre, alors que moi, j'ai tant peur de prendre un livre si je mange un carré de sucre, un carré de chocolat. Des fois, j'ai juste le goût de tout abandonner. Vous vous sentez épuisée de faire ça, est-ce que je comprends bien? Oui. Ici, la thérapeute démontre une écoute active par une utilisation efficace à une reprise du reflet simple. De plus, l'écoute active est démontrée par une habileté telle que l'incitation légère. Enfin, l'aidé cherche à valider à au moins une reprise au cours de l'échange sa perception de ce qu'il comprend au sujet des sentiments par une phrase telle que « Vous semblez, est-ce que je me trompe? » Vous vous sentez épuisée de faire ça, est-ce que je comprends bien? Oui, vous avez raison. J'ai goût de perdre du poids, mais je veux pas me priver des trucs que j'aime. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, je vais vous aider. Je comprends ce que vous me dites, puis on va faire ça ensemble. On va établir un processus ensemble, puis je vais vous accompagner à travers votre but final. Tout au long de la mise en situation, nous avons également pu observer une absence de jugement dans les interventions de l'aidant. De plus, nous avons pu observer une absence de clichés, de falsification de l'empathie ou encore de propos répétés mécaniquement. Enfin, l'aidant n'interrompt pas l'aidé pendant qu'il s'exprime. Il lui laisse terminer ses phrases avant de réagir. Nous allons donc poursuivre avec la même situation, sauf qu'on va changer de thérapeute à ce moment-ci pour démontrer la non-directivité. Donc, dans la dernière rencontre, vous me disiez que vous avez déjà trouvé des solutions pour vous aider avec votre prise de poids. Est-ce que vous avez pensé à d'autres solutions qu'on pourrait intégrer dans votre plan, dans une perspective de ne pas non plus vous imposer des solutions? Je pourrais manger des plus petites portions, manger des collations, des plus petits repas, peut-être des trucs comme ça. Oui, c'est une bonne idée, effectivement. En fait, on pourrait faire un plan alimentaire puis intégrer un peu votre solution que vous venez de me mentionner. Tout simplement de peut-être faire plusieurs petits repas dans la journée puis vraiment d'inclure vos collations pour vous empêcher de grignoter un peu plus souvent aussi. Là. Donc, est-ce que ça vous conviendrait si on ferait ça comme ça? Oui, ça serait bien. Ici, nous pouvons voir que l'aidant au cours de l'entrevue ne cherche pas à se placer dans un rôle d'expert. Il laisse plutôt l'aider proposer des solutions de sa part. Dans une perspective de ne pas non plus vous imposer des solutions. De plus, l'aidant au cours de l'entrevue se place dans une attitude d'écoute où il accompagne l'aidé tout en respectant son pouvoir d'autonomie. La thérapeute fait intervenir l'aidé en lui demandant son avis sur son plan de traitement. Est-ce que vous avez pensé à d'autres solutions qu'on pourrait intégrer dans votre plan? La mise en situation suivante mettra en scène le non-jugement, le respect. Suivante mettra en scène Jacqueline, qui est enceinte et va consulter une nutritionniste au CLSC parce qu'elle vit beaucoup de stress et parce qu'elle souhaite donner naissance à un bébé en santé. Bonjour. Bonjour, Jacqueline, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Je me présente, Marjorie Demers, nutritionniste. Donc, vous avez juste à vous asseoir, on va commencer. Ici, la thérapeute fait preuve de respect en se présentant et en souriant à la personne et en nommant la personne par son nom. Bonjour, Jacqueline, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Je me présente, Marjorie Demers, nutritionniste. Donc,
Donc, vous m'avez dit ce que vous avez mangé la veille. Je serais maintenant rendue à vous demander si vous avez bu quelque chose. De l'eau. Seulement de l'eau? Vous n'avez pas bu de jus ou de boisson alcoolisée de la journée non plus? J'ai bu un V8, là, mais qu'est-ce que vous voulez dire par boisson alcoolisée? Par exemple, un verre de vin, une bière. J'ai pris un verre de vin, là. Un bon verre de vin, mais tu sais, juste un, là, puis il n'est pas fort en alcool, là, ça me calme le soir, j'ai besoin de ça, là. Ouais, non, je comprends. On a toute une façon de gérer son stress, puis c'est vraiment compliqué, surtout quand on est enceinte, de gérer son stress à ce niveau-là. Mais tu sais, j'avais entendu dire que c'était pas bon d'être stressé pour le bébé, fait que j'ai choisi entre le stress ou l'alcool, là. Je me dis que c'est pas si mauvais, j'essaie. Ici, il y a présence au cours de l'entrevue d'un comportement qui démontre que le thérapeute accepte l'aider en dépit de ses comportements, comme la consommation d'alcool lorsqu'elle est enceinte. Aussi, l'intervenant évite les jugements et respecte l'unicité de la personne face à ses choix. Oui, non, je comprends. On a toute une façon de gérer son stress, puis c'est vraiment compliqué, surtout quand on est enceinte, de gérer son stress. Donc, dans le fond, si je comprends bien, Jacqueline, vous aimeriez remédier à ce problème-là et donc essayer de trouver d'autres moyens de vous détendre. Oui, c'est vrai que si on trouve d'autres moyens de me détendre, je pourrais éviter le stress et l'alcool à mon bébé. Ici, l'intervenant reconnaît le potentiel et l'autonomie de la personne. En effet, il évite dans un premier temps de proposer des conseils ou des solutions. Il aide plutôt la personne à identifier son problème et ses propres pensées et sentiments. C'est sûr que j'aimerais ça que ma famille ne le sache pas. Là. Ils ont beaucoup de jugement quand même pour ça, puis je préférais qu'ils ne soient pas au courant là, si vous ne pouvez pas leur dire. Oui, je comprends totalement. De toute façon, je suis tenue au secret professionnel, donc tout ce qui se dit dans le bureau reste dans le bureau. Il n'y aura pas personne de votre famille qui sera mis au courant de cette situation. Parfait, ça me rassure. Ici, l'intervenant se soucie du bien-être de la personne en respectant le secret professionnel. Dans cette mise en situation, nous représenterons la révélation de soi et le centrer sur l'aider. Maintenant, dans le cas de Geneviève, qui est une personne qui a déjà été hospitalisée pour troubles d'anorexie, ses parents l'ont retrouvée dans la salle de bain, évanouie, et ont appris qu'elle prenait des laxatifs et qu'elle avait perdu beaucoup. J'ai déjà tout ce que vous allez me dire. C'est pas comme si c'était la première fois. Mais je suis tellement coincée, là. J'ai peur. À chaque fois que je pense que je vais y arriver, je tombe encore. C'est comme une habitude. Ça fait tellement longtemps là, que c'est dans ma nature. Vous dites que c'est dans ma nature, mais pourtant vous avez peur. Ben oui, j'ai peur. Parce que vous êtes toutes là à me dire quoi faire, puis où aller. C'est comme si j'étais encore un enfant. Puis, dans le fond, hier, j'étais encore toute seule à faire mes affaires, là. Je suis plus une enfant. Ici, il y a présence d'un comportement qui démontre que l'aidant se concentre en priorité sur les émotions du patient. Ainsi, le thérapeute délaisse le problème de rechute, d'anorexie, et se concentre plutôt sur l'émotion que la personne ressent. Tu sais, vous me dites tout ça, vous autres. Tu vas y arriver, tu peux y arriver. Comme si c'était facile. Mais vous savez pas, vous, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je l'ai dit, puis je me répète, mais c'est une habitude. Quand je dis que tu peux y arriver, c'est pas n'importe quoi, je le pense. J'ai déjà été dans ta position. Je sais que c'est demandant physiquement, psychologiquement. Quand on dit que tu peux y arriver, on dit pas que c'est facile. C'est pas facile, je l'ai vécu, je le sais. C'est par petits pas, une étape à la fois. On va y arriver, ça va prendre du temps. Mais si tu me fais confiance, si tu y vas avec moi, on va le faire ensemble puis on va y arriver. C'est possible. Ici, l'intervenant se montre disposé à partager son vécu puisqu'il le juge nécessaire dans la situation. De plus, il évite de raconter des éléments de son vécu qui sont non pertinents. Dans la situation suivante, une patiente rentre dans le bureau d'un nutritionniste hors d'elle pour mettre en scène l'authenticité. Bonjour! Là,
m'avez donné, là, ça marche pas pantoute. Je fais de l'exercice, j'essaye de suivre ce que vous me dites de manger. Pourtant, j'ai pas perdu une livre. J'ai encore des bourrelets ici, puis encore d'autres là. Ça marche pas. Venez vous asseoir, on va en discuter ensemble. Qu'est-ce que vous pensez, selon vous, que dans mon plan, ça fonctionne pas? Ben là, je sais pas, là, sérieusement, j'essaie de suivre, je fais mon 30 minutes d'activité par jour, j'ai diminué mes portions, je mange plus de fruits et légumes, je mange plus de dessert, puis pourtant, je m'attendais à avoir les résultats, ça fait quand même 2 semaines. Oui, écoutez, je comprends ce que vous me dites, j'accepte ce que vous me dites. Hein. Vous êtes fâchés, puis ça me va. On va essayer peut-être d'améliorer votre plan pour que ça fonctionne un petit peu plus selon vos attentes, mais j'aimerais ça par contre qu'on garde une attitude quand même ouverte. J'accepte pas vraiment que vous me parliez sur ce ton-là, fait que peut-être qu'on peut prendre un ton différent. Quand moi je vous accueille dans mon bureau, probablement que vous attendez à ce que je sois plus détendue, je m'attends un peu que vous fassiez la même chose. Donc, est-ce que ça vous va? Ici, l'intervenant se montre d'égal à égal avec la personne lors de l'entrevue. De plus, le thérapeute demeure ouvert et évite d'être sur la défensive lorsque le patient lui parle. Je comprends ce que vous me dites, j'accepte ce que vous me dites. Hein. Aussi, le thérapeute se montre capable de s'affirmer d'une manière respectueuse devant un comportement qu'il juge non acceptable en utilisant un ton clair et en parlant au jeu. J'accepte pas vraiment que vous me parliez sur ce ton-là. Enfin, le thérapeute se montre naturel, sincère et spontané sur le plan verbal et non verbal. Nous allons reprendre la même situation, mais une semaine plus tard, et nous allons illustrer la Donc, on en est à notre deuxième rencontre. Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va mieux, là. Je me suis calmée depuis la semaine passée, puis j'ai vraiment essayé vos trucs, puis j'ai essayé de porter plus attention à mon corps, puis je me rends compte qu'il y a vraiment un changement qui s'effectue. Oui, je suis vraiment contente, là. Vous m'avez vraiment aidée. Ici, l'intervenant, au cours de l'entrevue, respecte les 5 éléments suivants d'une bonne présence, soit faire face à l'aider, adopter une posture ouverte, se pencher vers l'autre, avoir un contact visuel et être détendu.